Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec un Frédéric Rivière reposé et bronzé. Nous accueillons Bruno Le Maire. Bonjour, vous êtes Bonjour. député UMP de l'Eure et puis vous êtes candidat à la présidence de l'UMP comme 5 autres candidats. Mais pour accéder à cette candidature, il faut 8000 parrainages. Est-ce que dans le fond, c'est pas un peu perdu d'avance pour vous et pour les autres d'ailleurs? Et puis, il va avoir lieu le match Copé-Fillon. Oui, mais c'est Le seul peut-être précisément qui compte. ce que je souhaite éviter. Parce que je crois que dans l'état où est la droite aujourd'hui, nous avons besoin de poser un certain nombre de questions sur la table, sur la refondation de la droite, sur la façon dont l'UMP travaille, sur la façon dont l'UMP est construite et sur notre projet politique. Et moi, la seule chose qui compte, c'est pas mes parrainages, c'est pas ma candidature. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est que le prochain président de l'UMP ait toute la légitimité, toute la puissance nécessaire pour proposer un projet politique alternatif à celui de François Hollande. Quand on voit la gravité de la situation de la crise, l'absence totale de vision, de solution apportée par François Hollande, le prochain président de l'UMP aura une responsabilité lourde, qui est de proposer un projet alternatif convaincant aux Donc Français. c'est un contenu, c'est pas une personnalité C'est un qui compte. contenu et une personne, mais il faut absolument qu'on puisse débattre d'un certain nombre de sujets. Moi, j'ai proposé, par exemple, pour modifier la pratique politique en France, pour faire du renouveau, qu'on interdise le cumul des mandats, qu'on limite à 3 le nombre de mandats nationaux successifs, 15 ans pour un député, 18 ans pour un sénateur, qu'on redonne la parole aux militants avec un référendum d'initiative militante. Aucun autre candidat ne propose ça. Mais il faut en débattre. Il faut en débattre pendant la campagne. Si vous n'avez pas réglé ce genre de sujet pendant la campagne, ils viendront après. Même chose sur les questions économiques. Moi, j'ai proposé un pacte économique qui permet de relancer la production en France, avec des mesures très fortes de suppression des 35 heures, de simplification du droit du travail, du soutien de la formation en alternance, de la simplification de la vie des PME, des TPE et des commerçants. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on soit d'accord sur le Vous avez projet. le sentiment d'être seul aujourd'hui, peut-être, à faire ça? Mais À je vous souhaite que le entendre débat soit au bon niveau. Aujourd'hui, le débat à l'intérieur de l'UMP n'est pas au niveau de ce qu'attendent les militants et les Français. Et si nous avons ce débat à plusieurs, pendant le premier tour de la campagne pour la présidence de l'UMP, eh bien le prochain président de l'UMP sera plus fort. Et moi, c'est ce que je souhaite. Mais la question, est-ce que c'est pas aussi de savoir si le prochain président de l'UMP sera le prochain candidat à la présidentielle? Est-ce que l'organisation actuelle, les modalités de candidature ne sont pas faites pour s'assurer que finalement ce sera le cas, que François Fillon ou Copé seront le candidat de l'UMP en 2017? C'est des modalités anciennes pour un temps nouveau. Et moi, je souhaite justement qu'on adapte ces modalités anciennes au temps nouveau. Nous avons perdu le pouvoir en France par les territoires, par les communes, par les départements, par les régions, par les villes. Nous ne reprendrons le pouvoir national en 2017 que par les territoires, les communes, les départements, les villes, donc par les élections de 2014. avec les voix du Front National? Là, ne nous faisons pas d'illusions sur ce sujet. Si on pense que l'on peut enjamber 2014 et sauter directement à 2007, on fait une erreur politique grave. Il faut d'abord reconquérir les territoires, gagner en 2014, gagner les villes. Ce qui suppose le renouvellement, ce qui suppose la fin du cumul des mandats, ce qui suppose de faire émerger de nouvelles têtes, ce qui suppose de nouvelles pratiques politiques en redonnant la parole aux militants. C'est bien de ça qu'il faut Donc, il y a débattre, des de la questions de démocratie stratégie, de interne, là, l'organisation. Les questions de démocratie interne et de pratique politique. Mais pourquoi Je crois que les pourquoi Français les ils veulent de petits nouvelles candidats, pratiques entre politiques. guillemets, petits candidats pour reprendre l'expression de la présidentielle, se réveillent-ils aussi tard par rapport à ces modalités? Les 7924 parrainages, vous le savez depuis longtemps. On le dit, je crois, depuis 2 mois. Moi, ça fait 2 mois que je me concentre sur le projet, sur ce renouveau politique qui me paraît indispensable, sinon on ne sera plus écouté par les Français. Et en même temps, je dis haut et fort que la procédure, elle est inéquitable. Et en plus, elle ne permet pas d'informer correctement les militants. Moi, je téléphone aux militants chaque jour. Je fais, comme on dit, du phoning. Et je tombe sur beaucoup de militants qui me disent « Ah, mais monsieur Le Maire, c'est très sympathique, votre projet est intéressant, j'irai voter pour vous. Ah oui, mais il faut me parrainer avant. Ah, je ne savais pas qu'il fallait parrainer. Je le ferai début octobre, j'ai un peu de temps. J'ai dit, attendez, la date limite, c'est le 18 septembre. Ah, je ne savais pas que la date limite, c'est le 18 septembre, alors je vais le faire. Oui, alors, n'oubliez pas votre photocopie de carte d'identité. Bon, tout ça est ubuesque. Donc, je souhaite qu'on simplifie, qu'on informe tous les militants, et je propose que nous envoyions une lettre aux 280 000 militants de l'UMP avec une profession de foi de chaque candidat, pour qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause, et une enveloppe qui permette, avec le bulletin de parrainage, de dire voilà qui je parraine. Mais que chaque militant soit informé. Qu'il n'y ait pas un seul militant de l'UMP qui puisse dire le 18 septembre
Ah, j'ai pas été informé de la procédure, je ne savais pas. Mais alors donc Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, demande un congrès extraordinaire pour justement changer très très vite les modalités. Est-ce que ça va être possible ? Mais il a raison, moi j'appuie cette démarche, j'ai signé la lettre avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec Gérard Larcher, avec Alain Juppé. Tout ça, ce sont des personnalités de poids. Elles ne demandent pas la modification des règles. Elles disent juste, attention, c'est inéquitable. Il y en a qui ont accès aux fichiers et d'autres non. Ce qui est mon cas, moi je n'ai pas accès aux fichiers. Il y a des militants qui ne sont pas informés. C'est pas normal qu'il y ait un vote sans que les militants soient informés. Et au bout du compte, je le redis parce que c'est vraiment ma conviction la plus profonde. Si l'élection est réussie, le président sera fort. Et le président sera une alternative forte à François Hollande. Si l'élection est un simulacre de démocratie, le président n'aura pas la légitimité nécessaire pour affronter correctement François Hollande. Et Jean-François Copé est aujourd'hui dans un abus de position dominante, en quelque sorte ? C'est pas une question de Jean-François Copé ou de personne, parce que c'est des statuts qui sont tous les nôtres. Oui, mais enfin, maintenant, il y a urgence à réagir. Une grande volonté de faciliter la tâche aux autres candidats. Il y a urgence à réagir. C'est trop facile de dire, écoutez, on verra dans quelques jours, la semaine prochaine. C'est ce qu'il dit. Le temps file vite. Le temps court. Le sablier est en train de s'écouler. Le 18 septembre, c'est demain. Donc moi, je demande que cette réunion du bureau politique, qui est réclamée par Bernard Accoyer, ait lieu dans les prochains jours, très vite, pour qu'on puisse adresser ce courrier rapidement et que la procédure soit réellement transparente et que tous les militants soient informés. Ce qui est en jeu, c'est la légitimité de notre prochain président et donc notre capacité à être une alternative à François Hollande. Si jamais vous n'avez pas vos 8000 parrainages, vous en avez déjà 3000, si vous ne franchissez pas la barre, vous allez être bien obligé de choisir un cheval. Alors ce sera Copé, ce sera Fillon. Qu'est-ce qui, vous n'allez pas me la donner tout de suite, mais non, de qui vous rapprochez-vous? On va dire, ça vous pouvez le dire, intellectuellement, politiquement. Quelle est la ligne qui vous convient le mieux? Est-ce que c'est la fibre gaulliste, sociale de Fillon ou le côté un peu sarkozien de Copé? Déjà, on va se battre pour avoir les 8000 parrainages. Oui, parce qu'on n'a pas fait tout ce travail avec tous les militants qui ont fait un travail formidable à côté de moi pour recueillir ces parrainages, pour laisser tomber. Et donc, jusqu'au 18 septembre, minuit, c'est les parrainages. Ensuite, moi, je me prononcerai en fonction de ce que diront les uns et les autres sur les sujets qui me tiennent à cœur. Il faut du renouveau dans nos pratiques politiques. Oui, non, on mais peut pas. Oui, mais est-ce que François Fillon ou Jean-François Copé seront prêts à reprendre ces idées sur le cumul des mandats, sur la limitation du nombre de mandats successifs, sur la validation des candidatures, les investitures? Tout ça doit changer profondément pour que notre parti ait un fonctionnement qui soit plus souple, qui fasse émerger de nouvelles générations et de nouvelles idées. Sentir lequel des deux est le plus proche de vos idées. J'ai ma petite idée sur ce qui se décide, mais je la garde pour moi et j'attends de voir sur tous ces sujets qui se prononcera dans quel sens. Alors, Henri Guénaud dit une chose sur François Fillon, c'est que dans le fond, eh bien, François Fillon prend des distances avec le sarkozysme. On l'a vu lors de son interview au Point, où il ne veut pas dans l'héritage sarkozien. Et un homme comme Luc Châtel, par exemple, dit qu'il faudra un profil qui ressemble à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire François Copé. C'est ce que veulent les militants. Est-ce que vous, à votre avis, les militants veulent vraiment un Copé ou un homme plus, on va dire, plus rond que... Il y a d'ailleurs une espèce de Copé. course à l'onction sarkozyste. On se trompe quand on pose la question comme cela. D'accord. Personne ne peut parler au nom de Nicolas Sarkozy, qui est quelqu'un pour lequel tout le monde a le même respect, la même admiration au sein de notre famille politique, mais qui est libre. C'est lui qui décidera si, oui ou non, il veut revenir dans la vie politique. Notre sujet, il n'est pas là. C'est pas de savoir qui va ressembler le plus à Nicolas Sarkozy. Notre sujet, c'est de savoir qui va parler le mieux aux Français. Qui va avoir le projet qui convaincra le plus les Français. Qui va être à la hauteur de la crise économique, sociale, européenne, sans précédent que nous vivons. Aujourd'hui, notre modèle s'effondre. L'État-providence ne satisfait plus les Français. Le chômage dépasse les 3 millions. L'euro est menacé. Et on va se poser la question au sein de l'UMP de savoir qui ressemble le plus à Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi de vous dire, c'est complètement à côté de ce qu'attendent les gens. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ma famille politique parle à tous les Français. Que très rapidement, les Français puissent se dire on a un espoir politique. Et cet espoir politique, il est incarné par l'UMP, par la droite républicaine et le centre. C'est ça que je souhaite. Et ce n'est pas en ayant des débats qui n'intéressent que nous. Ça n'intéresse que nous de savoir si, oui ou non, on est proche de Nicolas Sarkozy. Ça n'intéresse que nous de savoir si ceci, Luc Châtel, ceci, François Fillon, est-ce que c'est encore un repère, le gaullisme? Et bien sûr, ça c'est notre repère à tous. À tous. Mais personne ne peut décerner un brevet de gaullisme en disant lui est gaulliste et lui n'est pas gaulliste.
Personne ne peut le faire. Il y en a qui se l'autodécernent. Il n'y a que moi qui suis gaulliste. Chacun a son inspiration et moi je ne fais aucune critique sur aucun candidat. Je les respecte tous. Je n'ai pas d'ennemis à l'UMP, c'est ma famille politique et je suis là pour faire en sorte que les gens soient rassemblés. Mais attention à ne pas trop nous regarder le nombril, à ne pas trop nous parler les uns aux autres. Il faut parler aux Français. Il y a un congrès, c'est normal que vous regardiez un peu le nombril. Aux Français. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? Croyez-vous aux fantômes? Bien sûr. C'est une phrase de votre livre que vous êtes... Phrase de Klaus Kleiber. De Klaus Kleiber. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que le fantôme de Nicolas Sarkozy, puisqu'on parle de lui, est en train de planer sur ce congrès? Vous l'avez rencontré au Cap-Nègre en juillet. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Nicolas Sarkozy n'ait pas une idée de ce qu'il veut? Est-ce qu'il est comme celui qui tire les marionnettes derrière l'estrade? Je l'ai rencontré à Paris, pas au Cap-Nègre pour être précis, mais je crois que nous devons être fiers de ce que nous avons fait avec lui. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait comme ministre des Affaires européennes pour relancer l'union politique européenne et relancer la relation franco-allemande. Fier de ce que j'ai fait comme ministre de l'Agriculture pour aider les paysans français. Mais faisons attention à ne pas utiliser ou manipuler l'image, la voix, les positions de Nicolas Sarkozy. C'est un homme libre. Il a été président de la République. On ne fait pas parler comme ça un ancien président de la République pour servir ses intérêts personnels. Moi, ce que je crois, c'est que notre débat, il ne doit pas se poser sur la personne de Nicolas Sarkozy, il doit se poser sur le fonctionnement de l'UMP et sur les réponses que nous apportons aux Français. Non, mais quand on voyait un des titres de l'Express cette semaine, c'est Sarkozy avait-il raison? Mais bien sûr, parce que qu'est-ce que l'on voit? On voit le contraste. On a accablé de reproches, de manière scandaleuse, Nicolas Sarkozy. On lui a fait des procès d'intention qui dépassaient très souvent les limites. On lui a imputé toutes les difficultés du pays. Et puis on s'aperçoit que ce président de la République, il a fait beaucoup pour le pays. Il a fait des choix qui étaient courageux en matière d'union politique européenne, de gouvernement économique européen. Il a fait des choix courageux en matière de réforme économique. Et bien, tout d'un coup, par contraste, quand on voit un François Hollande qui, lui, n'a aucune vision européenne, qui ne prend aucune décision économique, qui vous explique qu'il n'y a pas de problème avec le coût du travail en France, qui n'apporte aucune autre solution aux 3 millions de chômeurs que 150 000 emplois aidés, on se dit c'était pas si mal avant. Mais est-ce que c'est pas un problème de style aussi? Est-ce que les Français ne se sont pas habitués à un style présidentiel hyper actif, hyper réactif, omniprésent, et que par contraste, ils se disent mais il ne se passe plus rien? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le style de Nicolas Sarkozy? On n'a pas arrêté de dire mais qu'est-ce que c'est que ce président qui intervient sur tout? Il faut un président qui soit en retrait, qui soit au-dessus de la mêlée. Puis aujourd'hui qu'on a un président qui n'est pas simplement au-dessus de la mêlée, mais qui est en dehors de la mêlée, en dehors des difficultés des Français, en dehors des problèmes quotidiens des gens. Sur un terrain de rugby, il est en dehors de la mêlée. Oui, mais l'arbitre, il décide. Et François Hollande n'arbitre pas et ne décide rien. Eh bien, quand on fait la comparaison, on se dit, dans le fond, avoir un président de la République qui agit, qui est sur la balle, qui essaye de régler les problèmes, qui dit quel est son cap économique, qui ne se contente pas simplement... Non, il ne l'a pas dit. Il a dit que la situation économique était grave. Mais le président de la République n'est pas là pour être commentateur, il est là pour être acteur de la vie politique. Eh bien moi, je crois que l'effet de comparaison fait ressortir les qualités de Nicolas Sarkozy et les défauts de François Hollande. Mais par exemple, ce qui a été décidé sur le blocage du prix de l'essence, sur le contrat génération, les emplois jeunes, enfin les emplois aidés, est-ce que ce sont, d'après vous, des points qui peuvent améliorer la vie des Français, déjà dans un premier temps? C'est la vieille économie encadrée, coûteuse pour les finances publiques et inefficace pour le quotidien des Français. Moi, il se trouve que je circule beaucoup actuellement pour la campagne de l'UMP, à bord de ma voiture. Je fais souvent le plein. Je peux vous dire que je n'ai pas le sentiment que ma situation a été beaucoup améliorée par la baisse de 6 centimes d'euros du prix du litre d'essence ou de gasoil. Je ne pense pas que les jeunes Français vont se dire « Ah notre pays est redevenu un pays d'espoir, un pays dynamique, un pays où on crée des emplois, on peut innover et inventer », parce qu'on aura créé 150 000 emplois jeunes pour 2 ans dans la fonction publique principalement. Je ne pense pas qu'avec la création des emplois de génération, on aura autre chose que beaucoup d'effets d'aubaine pour les entreprises qui empocheront les aides de l'État à nouveau à hauteur de 2, 3, 4 milliards d'euros pour créer des emplois qui de toute façon auraient été créés, bon an, mal an, différemment. Donc je crois qu'on fait fausse route parce qu'on laisse croire aux Français qu'on peut continuer sur le même modèle. Or notre modèle est obsolète. Il est dépassé. Sur l'Europe, François Hollande multiplie les contacts, les rencontres. Il demande d'ailleurs que les sommets européens aient lieu plus fréquemment. Est-ce que son action européenne parvient à vous convaincre? Non, parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. Si, il veut de la croissance.
Oui, il veut de la croissance, mais on veut tous de la croissance. Oui, oui, Moi, mais je veux enfin, du il a soleil, obtenu la je veux négociation du beau d'un temps. pacte de croissance Oui, dans le Nicolas traité Sarkozy budgétaire. dirait j'irai la chercher avec les l'agriculture, dents. Où est-ce que ça donne je voulais de la pluie. Donc voilà, ça on peut toujours avoir les souhaits. Moi aussi, je veux de la croissance, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les moyens pour obtenir cette croissance. Quelle est la Le pacte de stratégie croissance. économique? Cette stratégie, je ne la vois pas. Et je ne vois pas la vision européenne de François Hollande. Est-ce que oui ou non, il accepte un certain nombre de transferts de souveraineté? Est-ce que oui ou non, il veut une gouvernance économique européenne? Qu'est-ce qu'il fait pour l'harmonisation sociale européenne? Qui est un sujet très très concret. Moi, je me bats pour cette harmonisation sociale européenne parce que je pense que garder une zone à 17, dans laquelle vous avez un coût du travail qui est à 11 ou 12 euros de l'heure en France, et dans lequel, en Allemagne, on peut embaucher des salariés, des ouvriers polonais à 5 ou 6 euros de l'heure, permettez-moi de vous dire, ça ne tient pas la route. Vous devenez Et on ne pourra pas fédéraliste. continuer très longtemps. Vous devenez Certainement fédéraliste. pas fédéraliste, j'aime pas ce terme-là, mais je veux de la convergence, je veux de l'union, je veux de la solidarité. Et ce sera du donnant-donnant. Ce n'est pas un modèle qui doit s'imposer aux 17 États membres, ce n'est pas le modèle allemand qui doit s'imposer aux 17 États membres, mais c'est chacun qui doit faire des efforts. Moi, je plaide pour que la France fasse des efforts sur ses déficits, sur ses comptes publics et sur sa compétitivité pour arriver à créer des richesses 21e, et les exporter. Parce que la on est- situation, de ce point de vue-là, n'est pas bonne. Mais je demande aussi aux Allemands, en retour et en échange des efforts que fera la France sur ses finances publiques et sur sa compétitivité, de regarder comment est-ce qu'on peut avancer en matière de convergence fiscale et de convergence sociale. Parce que nous ne pourrons pas avoir une union politique avec un dumping salarial, des salaires toujours plus bas et des conditions toujours plus difficiles pour les salariés. Merci beaucoup, merci Bruno Le Maire Merci d'avoir à accepté notre invitation avec Frédéric. Et puis bon courage pour votre tour, pour avoir vos 8000 signatures pour la candidature de l'UMP. Merci Frédéric. Merci. Et on se retrouve très vite sur France 24. Merci.